Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout sur le Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au château fort, aux troubadours et à la peste noire, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 84, Clémentine et la domination des animaux, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous l'entendez, je ne suis pas dans mon lieu habituel d'enregistrement parce que nous sommes aujourd'hui au musée de Valence Art et Archéologie et nous sommes en public. Un public en folie. Et oui, nous enregistrons à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie de 2023. Et on ne va pas parler d'archéologie, mais nous sommes dans la thématique de l'exposition temporaire L'univers sans l'homme et nous ferons référence à des œuvres de la collection aussi permanente. Donc déjà, merci beaucoup aux équipes du musée pour l'invitation. Et rappelez-vous, si vous l'avez écouté, dans l'épisode 23 du podcast, Johan Boud, vous avez parlé de comment s'est développé le savoir sur les animaux au Moyen-Âge. Eh bien, aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de cet épisode parce que nous allons aller plus loin sur ces thématiques, parce que nous allons parler dans ce podcast de la construction du discours de la domination sur les animaux et par extension sur les femmes. Oui, tout un programme. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Clémentine Giraud. Bonjour Clémentine. Bonjour Fanny. Clémentine, tu fais une thèse d'histoire médiévale sous la direction de Didier Lett à l'Université Paris-Cité. On aime beaucoup Didier Lett. Et tu es aussi sous le co-encadrement de Pierre-Olivier Dittmar à l'EHESS, donc depuis 2020. Et ton projet de thèse, alors attention, il est très beau. Enfin, ton sujet de thèse, il est magnifique. La tête effroyablement haute à la manière du lion, elle marche comme des hommes. : Anthropologie du genre et de l'animalité à la fin du Moyen-Âge. On va tout vous expliquer, ne paniquez pas, j'ai vu des regards perdus dans l'assistance, mais tout va bien se passer. Alors, déjà Clémentine, première question rituelle dans Passion médiéviste, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors c'est une très bonne question et qui demande à revenir un petit peu en arrière puisque j'ai pas un parcours universitaire complètement lisse en termes disciplinaires. J'ai fait une licence de sciences politiques à l'Université Paris 8 où j'ai eu la chance d'être formée aux problématiques de genre, en sociologie politique notamment. Ce qui m'a emmenée ensuite vers un Master 1 de sociologie, genre politique et sexualité à l'EHESS. Et au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais gardé enfoui trop longtemps ma passion dévorante pour l'histoire. Et je me suis donc orientée sauvagement en Master 2 en histoire médiévale, toujours à l'EHESS. Sauvagement, tu as dit ? Sauvagement, oui, c'est pas une transition très facile à faire, surtout quand on n'a pas de compétences en paléographie, donc qui consiste à déchiffrer les écritures anciennes, et encore moins en latin, et encore moins en latin médiéval. Donc c'était un peu ambitieux comme bascule, et donc j'ai fait un Master 2 en 2 ans. Et là, j'avais traité comme sujet, on pourra peut-être en reparler plus tard, la question de la représentation des biches au Moyen-Âge. Donc les biches dans la littérature et dans l'iconographie, avec cette question qui était comment on avait pu en fait genrer au féminin un animal. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Voilà, vous pensez, je sais pas, Biche ou ma biche de Franck Alamo, la biche de Blanche-Neige, le sacrifice de la biche à la place de la jeune fille. Donc il y avait beaucoup de choses à dire et je me demandais comment ça s'était construit à la période médiévale. Et donc là, l'objet de la thèse, c'est de prendre un peu la question dans l'autre sens. En master, donc je posais la question des conséquences du genre sur les animaux. Et là, je me demande ce que les animaux font au genre et comment on peut apprendre les masculinités et les féminités médiévales à partir des relations aux animaux. Et je pense que c'est de ça dont on va parler.
Et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ce sujet avant toi ? Paradoxalement, assez peu. Alors, je m'explique sur le paradoxalement et sur le assez peu. Alors, il y a une longue tradition en France de faire l'histoire des animaux au Moyen-Âge. Je pense que vous avez sûrement croisé les travaux notamment de Michel Pastoureau, mais qui lui-même s'inscrivait dans une historiographie assez riche. Il y avait Robert Delors qui a publié « Les animaux ont une histoire » dans les années 80. Donc, on s'était posé la question de l'exploitation matérielle des animaux. La thèse de Delors, c'était sur le commerce des fourrures. Pastoureau, lui, a beaucoup plus travaillé sur l'exploitation symbolique des animaux. Et puis là, on est un peu dans un troisième courant qui s'intéresse au vivant en général et sur les interactions entre humains et non-humains. Par contre, ce sont des approches qui ne se sont pas du tout posé la question du genre. Et à l'inverse, on a aussi toute une historiographie qui a posé la question de la place des femmes dans la société médiévale, des rapports de genre, notamment à partir de postes d'observation privilégiés. C'est ce que fait mon directeur de thèse en partant de l'étude de l'enfance ou de la famille en général. Et sauf que ces deux traditions historiographiques, histoire des animaux et histoire du genre, en fait, se sont pas du tout croisées. Donc ça, c'est pour le assez peu. Pour le paradoxal, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse à l'historiographie des femmes ou des animaux, on se rend compte que c'est les mêmes questions qui sont posées. Dans la seconde moitié du XXe siècle, beaucoup de chercheuses étaient confrontées à cette remarque de « Ah, mais tu fais de l'histoire des femmes, mais elles n'ont pas produit de sources ». En fait, il suffit de chercher, on trouve des sources. Il y a des femmes dans les sources, il y a des femmes qui ont produit des sources. Enfin, tout ça est évidemment très possible. Et là, quand on fait l'histoire des animaux, c'est pareil. Les animaux, ils n'ont pas laissé de sources. Oui, quand même. Là, sinon, ce serait un scoop incroyable que tu nous donnerais. Ils n'ont pas laissé des sources au sens classique du terme. C'est sûr que j'ai pas encore de traité écrit par un renard ou des traces d'oiseaux. Par contre, on peut penser à tous les travaux de l'archéozoologie, qui a été porté à bout de bras dans les années 90 par des personnes comme Frédéric Audouin-Rousseau, que vous connaissez sûrement sous son nom de plume, qui est Fred Vargas. Mais non. Oui, l'écrivaine romancière Fred Vargas est une archéozoologue qui a publié sa grosse synthèse en 1993, excellente année. Mais il y a aussi d'autres personnes comme François Poplin. Et en fait, il y a une revue qui est portée par le Muséum d'histoire naturelle depuis les années 90. Donc les animaux n'ont pas laissé de source, en tout cas pas de source écrite. Par contre, en fait, les animaux sont partout et particulièrement au Moyen-Âge. Michel Pastoureau l'a écrit à de nombreuses reprises. En fait, on ne peut pas regarder un manuscrit médiéval, une architecture médiévale, lire n'importe quel texte sans croiser des animaux. Donc, ils ont leur place complètement et cette place-là mérite d'être interrogée. Je pense aussi, ce qui est intéressant avant qu'on aille plus loin, peut-être que dès maintenant, on peut donner la définition de genre. On en reparlera après, mais je pense que même dès maintenant, on peut en parler. Oui, juste pour resituer un peu, puisque c'est un mot qui est un peu maltraité dans l'actualité depuis une dizaine d'années. Quand on va parler de genre cet après-midi, et pour la postérité, du coup, avec la diffusion du podcast. Pour les 150 prochaines années à venir. Au moins ça. On parle bien du concept de science sociale, qui est vraiment un outil heuristique, donc qui sert à trouver quelque chose. Ouais. Et en l'occurrence, ce à quoi nous sert le concept de genre, c'est déconstruire ce qui apparaît comme naturel. Donc une bicatégorisation de l'humanité entre hommes et femmes qui est beaucoup plus complexe que ça, et notamment pour la période médiévale, puisque là je vous renvoie aux travaux aussi de Clovis Maillet, qui a bien montré comment pour toute la première partie du Moyen-Âge et en gros jusqu'au XIIIe, XIVe, il y a une grande fluidité dans la construction des genres, et que cette polarisation est pas du tout actée. Par contre, moi, pour la période que je travaille, ça commence à être vraiment le cas, et d'autant plus dans des sources qui sont à destination de personnes laïques, qui ont donc pour vocation à être mariées, à se reproduire, et c'est dans le mariage que ces rapports de genre fonctionnent à plein, puisque c'est uniquement dans le mariage qu'on est pleinement soit masculin, soit féminin. Sur le genre, bien rappeler que c'est toujours une construction culturelle qui est située dans le temps et dans l'espace, mais aussi dans les sources documentaires. Donc là, moi je vais vous parler d'un certain type de sources qui font apparaître ce que Didier Lett a appelé un certain régime de genre, mais si on changeait de source, on aurait un autre régime de genre qui se mettrait en place. Et le mien est extrêmement binaire et polarisé, et c'est beaucoup moins le cas si on allait voir ailleurs. Et juste aussi, avant qu'on aille un peu plus en détail, déjà, le titre de ta thèse, pourquoi tu as choisi ce titre ? Donc, je le redis, la tête effroyablement haute à la manière du lion, elle marche comme des hommes, anthropologie du genre et de l'animalité à la fin du Moyen-Âge. C'est une citation extraite de la source qui me sert de clé de voûte, qui s'intitule « Le Ménager de Paris ». Alors, le Ménager de Paris, c'est un traité d'économie domestique qui a été rédigé par quelqu'un qui est non identifié. Enfin, des identifications ont été proposées, mais pas complètement confirmées non plus. Donc, c'est un texte qui aurait été écrit par un riche bourgeois parisien
un peu vieillissant, à la fin du XIVe. On n'est pas trop sûr de la date, c'est entre 1392 et 1405 en gros. Et il explique qu'il vient de se remarier et que sa jeune épouse a 15 ans. Et la pauvre, elle est un peu perdue parce qu'elle est loin de sa famille, donc elle a personne pour lui dire quoi faire, comment gérer la maison, comment se comporter dans le mariage. Et donc, elle lui aurait fait la demande, plutôt que de la corriger en public, qu'il lui fasse des petits points tous les soirs. Alors ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Et donc, plutôt que de faire ça, il se dit, je vais rédiger un traité, ce sera plus simple. Donc, c'est une source très composite, où il y a à la fois un traité, on va dire, de morale, mais avec des considérations très pratiques. L'inclinaison de la tête quand on marche dans la rue pour aller à l'église. Il ne faut pas avoir les yeux trop hauts. Donc, ne pas avoir la tête effroyablement haute. Il y a aussi un livre de recettes qui a circulé de manière indépendante et qui est peut-être la partie la plus connue du Ménager de Paris. Il y a aussi un traité de fauconnerie. Et la deuxième partie est consacrée à vraiment la gestion de la maison au quotidien, comment recruter des domestiques, comment ne pas avoir de puce dans son lit, comment faire vieillir le vin. Des choses très pratiques, oui, c'est ça. Très, très pratiques. Et ce qui est incroyable avec cette source, c'est qu'elle, en fait, regroupe l'ensemble des relations possibles aux animaux. Il y a les animaux de compagnie, puisqu'on croise les chiens, les oiseaux en cage. Il y a les animaux qui servent d'auxiliaires au quotidien, puisqu'on entend parler des vaches, des moutons, des chevaux. Il y a évidemment, du coup, les animaux qu'on mange, particulièrement dans le livre de recettes. Et il y a tous les animaux dont on va faire un usage métaphorique, qui vont servir d'exemple ou de contre-exemple à cette jeune épouse. Et cette citation donc, est tirée de ce texte-là. Elle est importante pour moi parce qu'en disant « la tête effroyablement haute à la manière du lion, elle marche comme des hommes », donc en fait dans cet extrait, l'auteur condamne celles qui ne se comportent pas bien dans la rue, parce qu'elles sont toutes décoiffées, elles sont beaucoup trop fières, et elles n'ont aucune retenue, aucune honte, aucune pudeur. Et ces femmes-là, du coup, elles transgressent deux frontières. La frontière de l'espèce, puisque en tant que femme, elles se comportent comme des lions, et la frontière du genre, puisqu'elles outrepassent une distinction de genre en marchant, je cite le moyen français, au massement. Voilà, si vous voulez ajouter ce mot à votre vocabulaire quotidien, marcher comme des hommes, c'est au massement. On va avoir beaucoup de mots à rajouter à notre vocabulaire à la fin. Alors juste aussi, avant qu'on aille un peu plus dans le sujet, j'aime bien, dans Passion médiéviste, planter un peu le décor, même si là, on va être beaucoup dans les textes normatifs, donc pas forcément beaucoup dans le quotidien. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle époque historique est-ce que tu as travaillé et quel espace géographique et pourquoi ? On va commencer par l'ère géographique parce que c'est un tout petit peu plus simple. En gros, je suis en France du Nord et Bourgogne. C'est là que sont produits et copiés mes manuscrits, donc plutôt au nord de la Loire, et je vais jusqu'au duché de Bourgogne. Et donc pour la périodisation, je suis entre la fin du XIIIe siècle et parfois le début du XVIe. En fait, c'est le grand moment du souci pédagogique. En fait, le XIIIe siècle voit émerger toute la littérature sur laquelle moi je vais travailler. Et ensuite, au XIVe, il y a cette littérature qui se développe spécifiquement pour un public féminin. Donc c'est ça qui m'intéresse. Mais il y a aussi deux autres aspects qui sont importants. Le XIIIe siècle, c'est un moment où se reconfigure vraiment le rapport aux animaux, au sens où on voit se rediffuser, et de manière très large, les textes d'Aristote, qui avaient été oubliés en Occident et qui reviennent à partir de traductions arabes, et notamment tous ces livres sur les animaux, qui du coup proposent une nouvelle vision du monde, qui est beaucoup plus naturaliste et qui s'intéresse beaucoup au corps. Mais il y a un double effet pas très avantageux pour les femmes, puisque Aristote a une vision assez dépréciative, pour le moins, notamment du rôle des femmes dans la reproduction, c'est-à-dire qu'il leur retire toute capacité à engendrer, et les femmes sont simplement des vaisseaux vides. Et cette diffusion du savoir aristotélicien va en fait reléguer les femmes au second plan à plusieurs niveaux. Donc il y a cette redécouverte d'Aristote qui bouscule les relations aux animaux et cette manière d'envisager le rôle des femmes. Cette fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, c'est aussi un moment où, je vous l'ai déjà dit, les rapports de genre se polarisent et se hiérarchisent. Donc la hiérarchie, elle arrive notamment par Aristote, mais pas que. Ça avait été déjà un peu amorcé par la réforme grégorienne, c'est un autre sujet. Et la polarisation, on peut par exemple l'avoir dans le vêtement, quelque chose d'aussi simple que ça. Disons qu'avant le XIVe siècle, grossièrement, tout le monde porte des vêtements longs. Et au XIVe siècle, l'historiographie a identifié ce qu'on appelle la révolution vestimentaire, c'est-à-dire que les vêtements des hommes vont se raccourcir et on va voir apparaître la mode avec les chausses et le pourpoint. C'était l'épisode 10 sur le concept de mode au Moyen-Âge. Voilà, donc pourpoint chausse pour les messieurs, donc ça raccourcit, ça moule les fesses, ça plaît pas toujours aux moralistes. Et pour les femmes, on voit plutôt un allongement démesuré du corps,
avec des longues manches qui vont traîner jusqu'au sol, des longues traînes qu'on appelle des queues, c'est pas complètement anodin, et des coiffes qui vont monter et continuer à monter, qu'on appelle, elles, des cornes, ce qui va pas beaucoup plaire aux moralistes non plus. Donc en fait, on va avoir la production de 2 silhouettes, masculines et féminines, extrêmement différentes. Donc c'est un bon exemple de cette polarisation. Oui, là on voit bien les éléments de contexte. Alors, on va rentrer un peu plus dans le dur du sujet. Donc tu travailles sur comment s'est développée la domination de l'homme sur les animaux dans la théorisation, et donc sur les rapports entre hommes-femmes dans cette théorisation. Reprenons déjà un petit peu en amont. Comment est pensé le rapport aux animaux au Haut Moyen-Âge, donc le début du Moyen-Âge, et qu'est-ce qu'on a comme héritage de l'Antiquité tardive ? L'élément principal de permanence, ça va être l'héritage d'un savoir médical sur les animaux. Notamment, on va beaucoup reprendre l'histoire naturelle de Pline. D'ailleurs, si vous voulez voir Pline, il est en tableau dans l'exposition temporaire, parce qu'il meurt pendant l'éruption du Vésuve. Magnifique tableau, impressionnant, allez le voir. Première salle. Et donc, en fait, ce savoir antique va passer à la moulinette des auteurs chrétiens, comme par exemple l'évêque de Séville, Isidore, donc là, on est plutôt fin du 6e, 7e siècle, ou de Raban mort au 9e siècle. Et ce qui fait que le savoir antique va se doubler d'une moralisation chrétienne, et c'est par exemple très visible dans Science subtile appel du pied, avec le cas du cerf. Pline avait plein de petites recettes médicales à partir des morceaux de cerf, mais qui vont prendre une nouvelle valeur avec sa moralisation chrétienne. Alors je m'explique. Le cerf, c'est vraiment un animal très positif dans le bestiaire chrétien. C'est un bestiaire qui est polarisé. En gros, il y a le bestiaire du Christ d'un côté et le bestiaire du diable de l'autre. Donc c'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ouais, vraiment pas terrible. Alors, il y a beaucoup d'animaux qui sont ambivalents, comme le lion, qui peut à la fois être le roi des animaux, mais aussi le lion qui attaque Daniel dans la fosse. Il y a un chapiteau derrière nous, dans une des salles, qui vient de la cathédrale. Le cerf, lui, est beaucoup moins ambivalent, au sens où c'est un des 3 seuls animaux crucifères, donc qui peut porter la croix. Vous pouvez voir la colombe du Saint-Esprit, qui est souvent représentée avec la croix, l'agneau, et donc le cerf. Pensez par exemple à toutes les scènes de conversion de saints. Par exemple, il y a Saint-Eustache, par la chasse, il chasse un cerf, le cerf se retourne, et là, paf, la croix du Christ entre les bois, hop, conversion, hop. Il y a l'escargot aussi qui est un symbole lié à Jésus, mais ça c'est un des précédents épisodes du podcast aussi, qui symbolisait à la fois une vulve et Jésus, selon les représentations. C'est beaucoup moins ambivalent, encore une fois, pour le cerf. En fait, les bestiaires sont constitués autour de 3 éléments. On va donner à l'animal un nom d'espèce. Donc là, le cerf, on va lui associer un comportement type qui va être moralisé. Le comportement type du cerf, depuis un texte qu'on appelle le Physiologos, qui est un texte alexandrin du IIe siècle, mais qui a beaucoup circulé, le comportement type du cerf, c'est d'être l'ennemi du serpent. Et cette dimension chrétienne du cerf, vous pouvez la retrouver donc dans la salle qui est juste derrière nous. Vous avez donc un ensemble de mosaïques qui est particulièrement impressionnante, avec notamment des cerfs qui s'abreuvent aux fontaines du paradis. Et quelque chose de vraiment important, puisqu'on l'a dans l'Ancien Testament, c'est le psaume 42 qui dit en substance, et c'est cité de mémoire, c'est « Comme le cerf soupire après l'eau fraîche, mon âme soupire après toi, Dieu ». Et donc c'est beau. Hein, tu cites des psaumes comme ça, je suis hyper impressionnée. J'en ai pas beaucoup en réserve, donc il ne faut pas pousser trop loin. Mais donc il y a vraiment cette idée que le cerf représente le bon chrétien, ou en tout cas l'âme du bon chrétien, donc est vraiment investi positivement. Et alors tu l'as dit, juste avant la période que tu étudies, il y a donc un petit basculement qui se fait, où là commence à apparaître la notion, en tout cas le concept d'animal, c'est ça ? Oui, alors là, c'est pas mes travaux à moi, mais c'est les travaux dans la continuité desquels je m'inscris pour un corpus plutôt latin et français. Donc c'est la thèse de Pierre-Olivier Dittmar qui a identifié qu'au cours du XIIIe siècle, et notamment dans la seconde moitié du XIIIe siècle, on voit apparaître un nouveau mot en moyen français, c'est celui de bête. Et ce mot remplace d'autres catégories pour désigner l'animal. Auparavant, on utilisait plutôt des catégories qui venaient de Saint-Augustin. Donc il y avait 2 gros types d'animaux. Le pécus. Le pécus, c'est l'animal herbivore domestique qui est resté fidèle à l'humain après le péché originel. Et il y a la bestia. La bestia, c'est l'inverse. C'est l'animal carnivore et sauvage qui est sur Terre pour rappeler à l'humain qu'il a péché et qu'il a du coup perdu
sa seigneurie pacifique sur les animaux qu'il avait au paradis. Mais tu mets où les poissons là-dedans ? Les poissons, c'est pas des vrais animaux au Moyen-Âge. Ok. C'est vraiment un statut très particulier. Les animaux n'ont pas reçu leur nom d'Adam, mais on reviendra sur la scène de la Genèse ensuite. Ils sont très peu investis moralement. Par exemple, quand on feuillette les pages des bestiaires, on va avoir toute une ribambelle de bestioles, mais en fait, pas les poissons. On a donc le concept qui apparaît à ce moment-là, c'est ça ? C'est ça, 13e. L'idée de beste vient remplacer Pecus et Bestia et regroupe l'idée que c'est une définition exclusive de l'animal, c'est tous les animaux, sauf l'humain. Et cette apparition du concept de beste, qui va souvent avec des adjectifs, pour préciser, il y a les bestes sauvages, les bestes mues, donc mues c'est muette pour dire qu'elles n'ont pas de raison, ou les bestes privées quand elles sont à l'intérieur de la maison. Cette catégorie de beste, du coup, elle a une conséquence assez radicale. Ça va être l'émergence du concept de bestialité. Alors là, c'est un peu technique. C'est pas la bestialité au sens rapport charnel entre humains et animaux. C'est une autre définition. C'est un peu l'animal en soi, si vous voulez. Cette idée que le corps est contrôlé par l'âme sensitive et pas l'âme rationnelle. Et donc, il y a une sorte de tension dans l'humain qui est du coup investie par une certaine part bestiale. Et ça va avoir une autre conséquence, c'est qu'à mesure qu'on identifie cette masse, le reste de la création comme étant la beste, et qu'on identifie la beste en soi, on bestialise aussi une partie de l'humanité, les paysans, mais aussi et surtout, c'est ce qui m'intéresse, les femmes qui sont plus bestiales que les hommes, en tout cas plus susceptibles de le devenir. Et donc toi, tu travailles surtout sur des textes de la fin du Moyen-Âge. Par exemple, sur quelles sources est-ce que tu travailles et qu'est-ce que tu vois comme discours dans ces textes ? Alors moi, j'étudie un type de littérature qui n'a pas du tout été étudié du point de vue de l'histoire des animaux. Je vous ai parlé du Ménagier de Paris, donc qui est un traité d'économie domestique, mais je travaille en fait sur toute cette littérature didactique qui vise à construire une bonne personne. Donc par exemple, il y a ce qu'on appelle les miroirs aux princes. On cherche à enseigner au futur souverain des vertus morales et à lui transmettre des enseignements politiques et éthiques pour pouvoir bien gouverner, avec cette idée sous-jacente qu'il faut d'abord bien se gouverner soi pour pouvoir bien gouverner le royaume. Un des textes importants dans mon corpus, c'est, je suis désolée, le De Regimine Principium de Gilles de Rome, qui est écrit en 1279 et heureusement traduit 3 ans après sous le titre du livre du gouvernement des princes. Donc on apprend aux princes à se gouverner, à gouverner sa famille et à gouverner le royaume. Donc qui est un miroir qui est très largement diffusé. Il a été traduit 7 fois. Bon, pour 6 de ces 7 fois, on conserve un seul manuscrit. Et la toute première traduction est, elle, conservée dans 36 manuscrits. Et si vous ne connaissez pas trop les sources médiévales, quand on a un manuscrit, on est content. Donc si on en a 36, c'est vraiment une preuve que le texte a beaucoup circulé. Et je m'intéresse aussi, du coup, au miroir aux princesses. Alors, un texte important pour ça, c'est le livre du chevalier de la Tour-Landry pour l'éducation de ses filles, qui est un texte qui a été composé en 1371, 1372, donc par un petit noble angevin pour ses filles, le Ménagier de Paris évidemment. Donc c'est tout ce corpus très normatif et je l'ai choisi parce que c'est justement un texte qui cherche à construire des modèles de masculinité et des modèles de féminité laïques. Du coup c'est intéressant, une fois que ça c'est bien assuré, d'aller voir où sont les animaux dedans. Et donc comment on voit les animaux dans ces textes et comment on voit la mise en place, en tout cas d'une théorisation de la domination sur les animaux ? Bon, dans le Ménagier de Paris, avec le livre de recettes, il y a forcément une surreprésentation d'animaux. On est quand même à plus de 1830 occurrences de noms d'animaux. Oui, c'est même sans compter les noms de parties de corps d'animaux, donc c'est assez conséquent. Dans le livre du gouvernement des rois, on en a un peu plus de 200. Dans le livre du chevalier de la Tour-Landry, il y en a plus d'une centaine. Donc je sais que j'anticipe un peu sur la question méthode, mais en fait ce que je fais moi c'est que je vais pointer. En fait, je lis tout et je relève tous les noms d'animaux et je vois comment ils sont présentés. Est-ce qu'ils ont un rôle actif dans l'histoire, s'il y a une histoire ? Est-ce qu'ils ont un rôle passif, par exemple ? Est-ce que c'est juste une monture, par exemple pour un cheval ? Ou est-ce que ce sont des animaux métaphores ? Ou est-ce que si parfois c'est pas vraiment des noms d'espèces, mais ça peut être juste des catégories, par exemple si c'est juste le mot best. Donc en fait on est sur un usage de définition. On utilise la catégorie best pour définir en retour le bon humain. Et ça, par exemple, c'est une spécificité des miroirs aux princes. Le terme best est pratiquement absent des livres à destination des femmes, puisqu'en fait, elles n'ont pas besoin de ces considérations ontologiques sur le rapport aux animaux. On va leur donner des exemples concrets avec des espèces, des histoires d'anguilles, de chèvres, de
mais pas de grandes catégories générales. Dans le champ des miroirs au prince, on va rester avec notre Gilles de Rome et ses traductions. Ce qui m'avait vraiment frappé, c'est du coup le rôle qui est toujours très passif. C'est-à-dire, donc, j'ai fait mon petit relevé des occurrences dans la traduction en français de Gilles de Rome, et il n'y a pas d'animaux actifs. C'est soit un usage ontologique, donc la catégorie beste, pour dire ne vous comportez pas comme des bestes, en gros, mangez raisonnablement et restez fidèle à votre femme, ce genre de considération. Ou alors c'est des animaux qui sont vraiment très passifs, énormément de chevaux qui sont simplement des montures, des chiens qui font partie du décor et un peu de fauconnerie aussi. Donc là, c'est le triptyque du bestiaire aristocratique masculin, cheval, chien, faucon. Et cette place vraiment passive, mais toujours positive. Il n'y a pas de méchants animaux dans les miroirs au prince, enfin en tout cas pas dans celui-là. Donc des rôles passifs, mais positifs, qui, à mon sens, rejouent une domination qui était déjà celle du premier homme dans l'Éden. Alors pour faire le lien avec l'exposition sur l'univers sans l'homme, est-ce que au Moyen Âge, il est possible de penser l'univers sans l'homme ? Pour moi, c'est pas possible, puisque l'humain fait partie de la création à part entière. Donc en fait, il y a toute la cosmologie chrétienne est en fait très anthropocentrée. Donc c'est à peu près inenvisageable d'imaginer l'univers sans l'homme. Il existe avant la création de l'humain dans la Genèse. Et c'est peut-être le seul moment pour moi où on trouverait cela. Ensuite, il va y avoir, si on pense par exemple aux saints et aux ermites qui se retirent dans ce qu'on appelle le désert. Alors le désert, ça peut être la forêt, mais l'idée c'est que c'est des endroits qui sont loin de la civilisation. Donc on peut avoir des représentations comme ça d'ermites, mais qui, je pense, n'ont pas la même valeur que ce qu'on peut voir dans l'exposition. Et si on est dans une perspective un peu de fin des temps, à la fin du temps chrétien, ce qui est ressuscité, c'est l'humain. Donc on ne peut pas avoir l'univers sans l'homme, quoi. Et alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire en quelques mots, alors bien sûr, on a visité l'exposition il y a quelques heures, donc on va vraiment dire des choses un peu générales, mais qu'est-ce que t'ont inspiré les œuvres de l'exposition et qu'est-ce que tu as vu comme référence par rapport à tes recherches ? Alors peut-être préciser tout de suite que l'exposition, c'est 18e, 21e siècle. Oui, on n'a pas de médiéval dedans. Il n'y a pas de médiéval dedans. C'est pour ça que je dis inspiré. Alors moi, j'ai été beaucoup frappée par une œuvre qui est une association d'une centaine de clichés. C'est The Last Pictures, je crois. Alors déjà, il n'y a pas de médiéval dedans. Et il y a surtout une sous-représentation des animaux et des femmes. Aussi. Ah oui, l'univers sans l'homme, en fait, c'est un peu l'univers sans les animaux et sans les femmes. Bon, c'est pas grave. Et sans le médiéval. Et sans médiéval. Alors qu'il y a une tablette cunéiforme, donc... Oui, on aurait pu imaginer une page de manuscrit, alors lequel ça aurait été ouvert à débat. Mais je vous invite à aller voir ce magnifique tableau d'une vache qui se gratte. Puisque Fanny m'a demandé et les vaches au Moyen-Âge ? J'étais là, en fait, les vaches sont pas dans les bestiaires, typiquement. Mais les pauvres ! Genre, il y a tout le monde sauf les vaches ? Quasiment. Il y a même le dragon, il y a même des bêtes qui n'existent pas forcément, mais il n'y a pas des vaches ? Alors, on a le bœuf, on va parfois trouver le taureau, mais en fait, la vache, en tant que telle, n'est pas le... Il n'y a pas vraiment de moralisation de la vache. Elle n'appartient pas à cette première famille de bestiaires, en tout cas. Par contre, elles sont présentes dans les encyclopédies à partir du XIIIe, XIVe. Donc, soit en elles-mêmes, soit dans les chapitres consacrés aux veaux, où donc les femelles animaux apparaissent en tant que mères d'un petit. Donc, sachez que les vaches aiment beaucoup leurs petits veaux. Alors, après avoir beaucoup parlé des animaux, donc dans ta thèse, c'est quand même un sujet très important. Tu travailles donc sur les rapports hommes-femmes, et notamment donc comment en fait on compare les femmes aux animaux, on va en parler. Alors déjà, là, ce que tu nous as expliqué sur la domination sur les animaux, quelle influence est-ce que ça peut avoir sur les rapports hommes-femmes ? Et là, je crois que c'est le moment de nous parler de la Genèse, c'est ça ? C'est ça, on va retourner au tout début. C'est un exercice qu'aiment bien faire les médiévistes. On repart à la Genèse, donc le premier livre de la Bible, et notamment à la création. Peut-être rappeler, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais en fait, il y a bien 2 récits de la création. Dans Genèse 1, on a une création, c'est la création en 6 jours. Et au 5e jour, Dieu crée les poissons et les oiseaux. Et au 6e jour, c'est les créatures terrestres, donc les quadrupèdes, mais aussi l'humain. Et dans Genèse 1, l'humanité est créée d'un seul bloc, c'est-à-dire androgyne. Mâle et femelle, il les créa, donc androgyne et symétrique. Genèse 2, qui est en fait plus ancien que le remake, mais qui est plus ancien que l'original. Donc le prequel. Le prequel, mais qui arrive en 2e. C'est un peu un récit à la Star Wars. Ouais, exactement. Genèse 2, cette fois, c'est un récit historique et hiérarchisé. Le premier homme est façonné du limon de la terre. Dieu l'emmène en paradis, où il s'ennuie et il souffre de solitude.
Donc là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. Donc là, on se dit, c'est la création d'Ève. Non, une vache. Que nenni. Non. Si, c'est techniquement la création des vaches parce que c'est la création des animaux. Donc ensuite, Dieu fait défiler l'ensemble des animaux devant Adam pour qu'il cherche donc l'aide qui lui serait semblable et aussi qu'il leur donne un nom. Mais ça marche pas. Alors dans certaines exégèses un peu surprenantes, on nous explique qu'en fait Adam a essayé tous les animaux et qu'il n'a pas trouvé l'être qui lui serait semblable, sous-entendu pour la reproduction. Donc Dieu se dit que c'est pas gérable cette affaire sur le long terme, et c'est là qu'on retrouve le récit habituel de Adam qui est endormi, on lui retire sa côte et Ève est façonnée à partir de la côte d'Adam. Et ce qui se passe au Moyen-Âge, c'est que la Bible circule sous plein de formes différentes et qu'on ne peut pas juste avoir ce récit canonique avec Genèse 1 et Genèse 2. Il faut aussi envisager toutes les réécritures en langue vernaculaire, donc en ce qui me concerne plutôt en français, et qui vont souvent faire la synthèse de ces deux récits en privilégiant le second où Ève est créée à partir d'Adam, ce qui va justifier des relations à la fois d'égalité, puisque tous deux sont faits à la ressemblance de Dieu, mais aussi un rapport de hiérarchie, puisqu'elle est faite dans un deuxième temps, contrairement au premier récit, et à partir d'Adam. Donc, ce qui va justifier comme ça cette tension entre hiérarchie et égalité qui parcourt comme ça tout le Moyen-Âge. Mais ce qui est aussi important, c'est que dans ces récits de la création, la première femme et les animaux sont en fait pris dans un même rapport. C'est-à-dire que dans les deux cas, Dieu amène à Adam d'abord les animaux, puis Ève, puisque une fois qu'il se réveille, il lui amène Ève, là, Adam la reconnaît comme étant la chair de sa chair, et lui donne un premier nom, qui est Wirago, qui n'est pas Ève. Ève arrive après le péché originel. Donc en plus, Adam nomme Ève 2 fois, et nommer, c'est aussi une manière de prendre possession. Animaux et femmes sont amenés à Adam et reçoivent leur nom d'Adam. Et donc, en fait, il y a ce lien comme ça, qui est cette analogie, en fait, dans la relation entre le premier homme, animaux et femmes, qui est très, très fort dès les récits de la Genèse. Et il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont déjà intéressés à ça, et notamment, il y a les travaux de Philippe Buck, qui est un grand spécialiste de l'exégèse, donc des commentaires sur la Bible, donc de l'exégèse médiévale. Et lui, il a vraiment étudié la façon dont les clercs, à partir de ces récits de la création, ont vraiment isolé le couple humain-bête et mâle-femelle comme étant des modèles de domination, puisque c'est l'humain mâle qui détient le monopole de la raison. Et c'est quelque chose qu'on va ensuite retrouver dans mes textes à moi, où on justifie le gouvernement des hommes sur les animaux et le gouvernement des hommes sur les femmes, parce qu'ils ont la raison ou plus de raison. Et donc c'est vraiment dans ces récits de la création que se met en place comme ça des modèles de domination qui sont vraiment analogiques. Est-ce que du coup on crée une égalité entre femmes est égale animaux au Moyen-Âge à ce moment-là ? Non. Ah. Quand même pas. Heureusement. Non, il y a des petits doutes parfois, mais on reconnaît évidemment aux femmes leur statut humain, heureusement. Toutefois, il y a parfois des petites choses qui nous interrogent. Par exemple, dans les encyclopédies du XIIIe siècle, il y a une encyclopédie qui a beaucoup circulé qui s'intitule le De Proprietatibus Rerum, le livre des propriétés des choses, dont le 18e livre est consacré aux animaux. Et donc, il y a souvent un sommaire, enfin, on a les chapitres un peu espèce par espèce, donc on va trouver la chenille, le satyre, la femme, le cheval... Voilà. Et donc, les femmes ne sont pas assimilées aux animaux, il n'y a pas de confusion du tout, ce serait vraiment grossir le trait. Par contre, il y en a pour qui c'est visiblement pas toujours très très clair. Il y a quand même un rapport d'étrangeté, notamment de la part des clercs qui produisent ce type de texte. Qui ne voient pas beaucoup de femmes, c'est ça ? C'est l'hypothèse. Il y a un rapport d'étrangeté qui est construit dans des milieux très homosociaux où on reste entre hommes, en gros. Ça vaut ce que ça vaut, mais donc voilà, il n'y a pas de confusion. Par contre, ce que je disais déjà, c'est que femmes et animaux sont quand même pris dans des logiques qui sont assez similaires, ne serait-ce que parce qu'on écrit dessus. Des hommes produisent des textes sur des animaux, les hommes produisent des textes sur les femmes. Il y a aussi, et c'est particulièrement visible dans le Ménagier de Paris, un rapport à la consommation du corps des animaux, qui peut aussi être envisagé comme étant un miroir de la consommation du corps de la jeune fille qui vient de se marier, avec des exemples, mais je vérifiais juste s'il n'y avait pas d'enfants. C'est bon. C'est bon. bon. Je crois que c'est le moment de l'exemple cheval. Ah.
qui rend ça très visible. Donc, dans Le Ménagier de Paris, qui s'adresse donc à cette jeune fille récemment épousée, l'auteur décide de lui donner des conseils sur comment choisir un cheval. Mais en fait, c'est pas une affaire de femme, ça. Donc, il lui donne littéralement dans le texte une récréation et décide de s'adresser à l'intendant du couple. Alors, si vous avez l'intention de vous acheter un cheval bientôt, prenez bien en note qu'un bon cheval doit avoir 18 qualités. Donc, il y a 3 qualités du lièvre, par exemple la rapidité, 3 du renard avec des oreilles courtes, 3 ou 4 du bœuf, notamment des yeux bien ronds. Des qualités de l'âne aussi, notamment le pied sûr et plutôt un bon caractère. L'âne médiéval avait meilleur caractère apparemment. Et enfin et surtout, le bon cheval doit avoir 4 qualités de la pucelle, à savoir beau crin, belle poitrine, bon rein et grosses fesses. Ah oui, donc là, clairement, on compare... oui, c'est plutôt clair, là. Voilà, donc il y a un découpage érotisé du corps féminin qui, en fait, annihile complètement la pucelle. La pucelle, dans ce texte-là, c'est vraiment un assemblage de parties sexualisées qui, en fait, rend disponible ces parties pour le mariage et les activités qui s'en suivent. Et j'ai une question aussi, parce qu'on a parlé donc de comment les hommes dominent les animaux, de comment les hommes dominent les femmes, mais qu'est-ce qu'on a en rapport entre les femmes et les animaux? Est-ce que en fait, le triangle, il est pas complet? La base du triangle, c'est une question qui m'anime depuis assez longtemps. Et pour ça, on va partir sur un autre texte. Donc, on a parlé du Ménagier, on a parlé de Gilles de Rome. On va retourner au livre du Chevalier de la Tour-Landry. Enfin, il a une version très personnelle du récit de la chute avec un grand C. Donc, c'est l'expulsion du paradis. Et il explique que la mort et tous les malheurs sont arrivés en ce monde à cause d'Ève, classique. Et que, comme elle a désobéi, elle a perdu l'obéissance des animaux et elle a aussi perdu le droit, je cite, d'en prendre et d'en deviser, donc de disposer des animaux, de quelque manière que ce soit, mais aussi d'en parler. Une fois que la Tour-Landry a dit ça, il développe dans son texte plein de petits récits exemplaires, en fait, plein d'histoires à vocation morale, dans lesquelles il va chercher à justement maintenir cette distance entre femmes et animaux. Il y a une très chouette histoire. Alors, c'est l'histoire de celle qui mangea l'anguille. Il y avait un petit seigneur qui gardait dans une pièce d'eau une superbe anguille pour pouvoir la donner à manger à ses hôtes. Mais il part faire des trucs. Son épouse et sa servante se disent que quand même, elle a l'air super appétissante, cette anguille. Et donc, elle décide de manger l'anguille en l'absence du seigneur, qui revient, qui n'est pas content. Elles avaient, prévu de blâmer une loutre, mais elles se font balancer par la pie en cage de l'épouse, qui raconte à l'époux donc que les deux femmes ont mangé le poisson. S'ensuit moult noises et grands tourments, et l'épouse et sa servante décident de se venger en plumant la tête de la pie, qui, à partir de ce moment-là, s'exclame dès qu'elle voit quelqu'un de chauve « Vous en parlâtes de l'anguille », projetant du coup sur tous les gens avec un début de calvitie le fait qu'ils aient eux-mêmes balancé. Et donc ce texte-là, il est intéressant parce que l'épouse a désobéi, comme Ève a désobéi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La pie, qui était la sienne, d'un coup change son allégeance et répond à l'époux. Mais ce qui s'est aussi passé, c'est qu'il y a eu cette transgression. L'épouse n'avait pas droit de prendre, de disposer de l'anguille comme elle voulait. C'était une prérogative de l'époux. Et donc, en s'arrogeant une relation avec un animal, que ce soit la pie ou l'anguille ici, en fait, elle a transgressé un ordre qui était conjugal. Oui, là, effectivement, on voit cette comparaison. Alors, on pourrait parler de beaucoup d'autres sujets, mais comme pour tous les épisodes de Passion médiéviste, c'est surtout une grande introduction au sujet, parce que, je le redirai à la fin, mais tous les conseils qu'on vous a donnés de lecture, on les retrouvera sur le site. Alors Clémentine, pour la dernière partie des questions, j'aime bien un peu aussi parler de ton travail de chercheuse. Tu as évoqué déjà pas mal de choses, mais je voulais savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres. Je tiens quand même à dire que c'est un plaisir de faire une thèse. Moi, j'ai mis un peu de temps entre le master et la thèse parce que je voulais être sûre de vouloir y aller. Donc, ça fait quand même vraiment plaisir et ce plaisir-là permet de dépasser un certain nombre de difficultés. Il y a des difficultés contraires à la réception du projet de recherche en lui-même. Il y a souvent souvent un monsieur plus âgé qui trouve que parler de genre, ça se fait pas trop, ou qu'il faut sortir du dolorisme de l'histoire des femmes et du genre. Je lui dis,
Oui, mais moi, un des modèles de la bonne épouse, c'est le chien battu. J'ai pas l'impression d'exagérer quand même. Il y a aussi des difficultés en termes de bibliographie. Ça m'a beaucoup occupée sur les premières années de la thèse, puisque je dois lire les travaux des historiens, mais aussi les travaux des littéraires. C'est une bibliographie qui est éparpillée en plusieurs langues. Heureusement, les Allemands ne travaillent pas ce sujet-là. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Ils sont plutôt au Moyen-Âge, les Allemands, même si tous les sujets, mais très au Moyen-Âge quand même. Oui, mais là, du coup, je me félicite chaque jour de ne pas avoir de biblio en allemand. Et puis, il y avait aussi cet aspect qui est assez délicat, qui est quand même d'importer des théories critiques contemporaines pour la période médiévale en évitant de faire complètement n'importe quoi. Et d'ailleurs, le but de la thèse, c'est aussi de participer à historiciser ces relations de domination qu'ont révélées les penseuses écoféministes, et justement montrant que même s'il y a des choses qui semblent résonner de manière très évidente, il y a aussi tout un ensemble de différences qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Et comment ça se passe pour le financement de ta thèse ? Parce que c'est vrai que c'est un sujet que parfois on a l'impression que les gens font des thèses pour le plaisir, pour le bonheur, mais il faut bien manger, il faut bien payer son loyer. Comment ça se passe pour toi ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je fais partie des heureux et heureuses élus. J'ai eu un contrat doctoral de mon université qui a financé la thèse pendant ces 3 premières années. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, tu as été payé pour faire tes recherches ? Et enseigner. Et enseigner, oui. Malheureusement, une thèse en histoire médiévale, ça dure jamais 3 ans. Les plus rapides la font en 4. C'est plus souvent 5 ou 6. Donc c'est la fin de la thèse qui s'annonce un peu plus délicate. Est-ce que tu as déjà prévu des choses pour l'année prochaine ? Alors oui, c'est pas ce qui va m'aider à manger, mais j'ai la chance d'avoir été invitée par le département de français et d'études francophones d'une université américaine qui s'appelle Vassar College. Oh waouh ! Située dans la charmante ville de Poughkeepsie. Mais c'est quoi cette aventure-là ? C'est où aux États-Unis ? T'as regardé au moins ? Oui. Ça existe vraiment, t'es sûre ? Ça existe vraiment. Des gens connaissent cette ville parce qu'elle est citée dans Friends. Ok, mais donc c'est pas loin de New York ? C'est pas loin de New York. Poughkeepsie, 30 000 âmes, ancienne ville industrielle avec notamment un grand moulin à papier qui a été évidemment désaffecté, donc qui souffre depuis des dizaines d'années. Et donc t'as été invitée pour faire des recherches là-bas ? Exactement. Ils ont une magnifique bibliothèque néo-gothique installée devant un arboretum lui-même au milieu d'une réserve naturelle. Mais c'est génial ! Donc je vais aller rédiger ma thèse là-bas. C'est incroyable. Pour finir, Clémentine, j'aime bien poser cette question à la fin parce que c'est un peu comme si tu étais une coureuse de relais et que tu passes le bâton de relais. Est-ce que tu aurais un conseil de sujet peut-être pour des futurs étudiants ou étudiantes qui voudraient se lancer à faire des recherches ? Est-ce que tu as peut-être un sujet où tu te dis, là, il manque des choses à faire ? Là, je pense que ce qui serait vraiment extrêmement intéressant, c'est de travailler sur les périodes antérieures, Moyen-Âge central ou au Moyen-Âge, pour pouvoir continuer à historiciser ces rapports. Puisque donc, si les écoféministes passent de Platon à Descartes et que moi je fais le 14e et le 15e siècle, on n'a clairement pas bouché le trou, donc on peut tout à fait continuer. Et sinon, j'ai découvert récemment un texte qui s'appelle « Le livre de bon amour » d'un évêque espagnol qui s'appelle Juan Ruiz. Ouais. Au milieu du XIVe siècle, où il y a une profusion d'animaux et de comparaisons entre les femmes et les animaux qui, je pense, méritent un peu plus de travail, mais qui pour moi est hors corpus, car en Espagne. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur comment est-ce qu'on a théorisé la domination sur les animaux au Moyen-Âge et la théorisation de la domination sur les femmes aussi. Et oui, tout un programme. Donc merci beaucoup Clémentine Giraud et bonne continuation pour ta thèse aux États-Unis. Mais quelle aventure! Merci Fanny, c'était un plaisir. Donc comme d'habitude, vous savez, il y aura un article qui accompagne cet épisode, donc sur mon site passionmédiéviste.fr. Pour chaque épisode, il y a un article où je vous mets donc des conseils de lecture. On remettra donc la plupart des choses qu'a cité Clémentine, un résumé, on vous mettra des images, des choses incroyables. Tant que vous êtes sur mon site, profitez-en parce qu'en fait, je commence à avoir fait pas mal d'épisodes en lien avec les animaux. Donc je vous ai déjà cité l'épisode 23, donc c'était avec Johan Boud sur le savoir sur les animaux. Et j'ai fait donc l'épisode 2 et 2 bis, oui il y a 2 épisodes sur les dragons au Moyen-Âge. J'ai fait l'épisode 3 sur le roman de renard. J'avais fait un épisode, et là j'ai perdu le numéro, sur le lion au Moyen-Âge. Et plus récemment, j'avais fait un épisode sur l'escargot, c'était l'épisode 74.
Je pense que c'est un de mes préférés que j'ai jamais fait parce que c'était vraiment l'épisode où tout le monde dit mais l'escargot au Moyen-Âge, et ouais, je vous jure, il est passionnant. Allez voir ça. Profitez-en que vous êtes sur le site pour aller voir donc mes autres podcasts, parce que je fais aussi Passion moderniste sur l'époque moderne, Passion antiquité sur l'Antiquité. C'est bien, vous avez suivi. Donc voilà, allez voir tout ça. Je voudrais bien sûr remercier énormément les équipes du musée de Valence qui ont permis cet enregistrement aujourd'hui. Venez au musée de Valence, il est très très beau, il y a plein de choses à voir. En plus, petit exercice, on vous a cité des œuvres du musée. Alors, l'expo temporaire ne sera peut-être plus là quand vous viendrez, mais allez chercher les objets de l'exposition permanente. Où sont-ils ? Où est donc ce cerf avec une tête trop rigolote ? Allez le trouver. Spoiler, il n'est pas très loin de l'entrée. Mais allez voir les autres quand même. Donc, merci beaucoup à Léna Essing et à Laura Locatelli pour l'organisation et pour m'avoir fait venir et pour avoir fait venir Clémentine. Merci bien sûr au public et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut !